Donc je suis en charge de l'animation de cette commission. Je m'appelle Frédéric Sos. Je dirige une société de conseil, mais ce n'est pas à ce titre que je suis là aujourd'hui. C'est au titre des entreprises humaines que je représente. C'est une association de dirigeants et de responsables qui ont la conviction qu'ils ont à contribuer à faire évoluer l'environnement qui est le leur, que ce soit au sein de leurs organisations ou à l'extérieur. Et cela avec un souci, une recherche en tout cas de cohérence la plus forte possible, en intégrant le mieux possible la dimension humaine dans leurs choix, dans leurs décisions et dans leurs projets. Donc pour animer cette commission, je vais m'appuyer sur quatre éminents chefs d'entreprise que je vous présente rapidement. Jean Duforest, qui est le président d'ID Group. Vous connaissez probablement les marques d'ID Group, c'est Okaidi, Obaibi, Jacadi, qui a aussi créé des associations, certaines étant devenues une fondation. D'ailleurs, je ne sais pas si on dit OK ou OK World. OK World, et puis une association qu'il a appelée RCLV, Rigolo comme la vie, en 2005. Donc je pense qu'il nous en dira un peu plus. Rigolo comme la vie, mais il anime quand même un réseau d'1 millier de magasins dans 60 pays, 4500 collaborateurs. Voilà, donc c'est bien, c'est un chef d'entreprise, c'est un entrepreneur. On a également Georges Dao qui est membre également des entreprises humaines. Le groupe Cari, c'est un jeune groupe, très jeune groupe, qui est issu du rachat par ses managers de Carilion BTP sous la forme d'un LMBO. C'était fin 2004. Et là aussi, entre fin 2004 et fin 2008, ces 1323 salariés, à ce moment-là, sont aujourd'hui 2350 salariés. Donc voilà, il a également géré du développement. À ma droite, Rémi Roux, qui représente une structure coopérative. Il est président d'Ethicable, donc une SCOP qui est devenue en 6 ans leader du commerce équitable alimentaire en France. Là aussi, c'est un réseau de plus de 3000 points de vente. Et puis Maxime Holder, qui est l'enthousiaste PDG des boulangeries Paul. 400 magasins, 20 pays, donc là aussi une activité internationale, et une société qui mène de façon extraordinaire une multiplicité d'actions visant à placer l'homme, l'humain, au cœur de l'entreprise. Alors, je vais demander à nos invités, dans un premier temps, peut-être de vous écouter, et j'aimerais bien que, dans un premier temps, vous puissiez exprimer un certain nombre d'idées que certains d'ailleurs d'entre vous ont déjà fait remonter. Je remercie ceux qui ont, de façon préliminaire, ont rempli un questionnaire, donc il y a déjà pas mal de choses. Je voudrais juste partager avec vous une synthèse de ces différents éléments, et puis en demandant ensuite aux personnes qui sont dans la salle, peut-être de les illustrer par des exemples concrets, et surtout, vous savez que c'est la règle du jeu, surtout par des propositions. Donc je sais que c'est tentant à certains moments de valoriser son association, de faire la promotion de son activité. Ce n'est pas le cadre. Donc je vous demande de respecter la règle du jeu, qui est plutôt d'apporter quelque chose. On est un peu plus dans une logique de don peut-être que de promotion aujourd'hui. Voilà, donc je vous demande de jouer cette règle-là. Et l'idée, c'est que vous puissiez bien sûr donner des idées qui soient suffisamment intéressantes pour influencer peut-être notre pouvoir législatif. Voilà, ce n'est pas un hasard si cet événement a lieu au Parlement. Alors, si on regarde les témoignages et les propositions que vous avez fait remonter, il y a 5 axes qui paraissent tout à fait intéressants. Le premier, c'est le système de management. Donc il y a beaucoup de choses qui reposent sur le système de management, alors avec des idées bien sûr diverses. Vous parlez beaucoup de la notion de responsabilité. Alors on ne parle pas là de la responsabilité sociale, mais bien de la responsabilité des personnes, comment stimuler cette responsabilité en interne. C'est vrai que quand on rencontre des dirigeants ou des responsables et qu'on leur demande de quoi ils sont responsables, ils vous répondent souvent ce qu'ils font. Et quand on les arrête en disant non, c'est pas ce que vous faites qui nous intéresse, c'est bien ce dont vous êtes garant, là il y a bien un temps de réflexion avant de rentrer dans cette logique-là. Donc vous avez pas mal stimulé sur cette notion de responsabilité, d'autonomie. Je ne sais pas si le gérant d'Access Métrie est dans la salle, Jean-Pierre Cérus. Non, il n'est pas là.
Bon, mais il y en aura probablement d'autres qui pourront illustrer un certain nombre de choses dans ce domaine-là aussi. Vous avez également des idées il y en a même l'un d'entre vous qui, en termes de management, propose le partage du travail entre l'entreprise et l'entrepreneur. Donc, il y a même une proposition d'un nouveau contrat, un contrat entreprise-territoire. Je ne sais pas si Didier Chauffaille est dans la salle, directeur général d'EMAC. Non, eh ben, il est là. Voilà, c'est vrai que si vous pouvez à un moment donné nous donner quelques indications, je pense que ce serait très intéressant. Vous avez également des éléments sur le fait de rendre compte. L'un d'entre vous propose de créer une instance de démocratie participative en disant, écoutez, les collaborateurs rendent compte à leur manager. Est-ce qu'on a prévu aussi qu'un manager puisse rendre compte de son management, de son activité auprès de ses collaborateurs? Alors là, je ne sais pas si Yann Roland est dans la salle, mais la société Belém, non, il n'est pas là. Bon, il y a pas mal de propositions dans ce sens, en disant, tiens, créons cette instance. Il a même appelé de démocratie participative entre la direction, ses salariés, pour instaurer un climat de nature différente. Aussi, toujours sur cet axe système de management, le fait de valoriser l'expertise. Bien sûr, ça ouvre le volet formation, ça ouvre le volet professionnalisation. Valoriser l'expertise, valoriser sa mutualisation. Donc là aussi, il y a Grégory Boisdroun qui a pas mal investi dans ce domaine. Bon, s'il est dans la salle, ce serait intéressant de l'entendre. Donc ça, c'est le premier axe, donc beaucoup sur l'aspect managérial. Vous avez un axe sur la facilitation dans le domaine souvent de l'insertion d'emploi de collaborateurs handicapés ou en difficulté, d'une manière générale. Donc quelques thématiques et quelques propositions dans ce sens. Troisième axe sur l'association des salariés au capital de l'entreprise, sur des modalités de rémunération qui peuvent être aussi assez originales, assez novatrices. Donc tout ce qui concerne la promotion de l'actionnariat salarié. Je ne sais pas si Jacques Boisieux est dans la salle. Voilà, vous avez fait des choses aussi dans le domaine. Si vous avez la possibilité de vous exprimer dessus, vous paraissez aller assez loin dans cette démarche-là. Vous avez sûrement des idées intéressantes à nous proposer. Quatrième axe, ça concerne l'actionnaire en tant que tel. Alors, avec des questions qu'ont posées certains d'entre vous, on parle beaucoup de RSE, responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Assumer cette responsabilité, requiert-elle aussi des actionnaires socialement responsables? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Il faut peut-être créer non pas le RSA, parce que ça s'est déjà fait, mais peut-être la RSA, la responsabilité sociale de l'actionnaire. Moi, je ne sais pas s'il y a des idées autour de ça. Et là aussi, il y a des réflexions de Yann Roland notamment, qui sont tout à fait intéressantes. Si vous avez très rapidement la possibilité d'exprimer des choses là-dessus, oui, ça serait super. Et puis, cinquième point, peut-être plus de nature statutaire ou juridique. Beaucoup d'éléments sur ce point-là aussi, qui visent dans certains cas à écarter ou à mieux maîtriser en tout cas l'impact de la finance sur le pouvoir de décision. Il y a beaucoup de foisonnement aussi. Alors s'il y a des idées concrètes, c'est comment à un moment donné mieux séparer le pouvoir de l'entreprise et puis le propriétaire, la propriété de l'entreprise. Vous évoquez des systèmes qui parfois fige l'entreprise assez longtemps, puisque quand on entre au capital, il y a bien sûr des évolutions sur le capital, mais quelque part, vous dites, tiens, est-ce que c'est la meilleure manière de prendre en compte l'humain? Ce matin, lors d'une commission, l'un d'entre vous nous informait d'une initiative des experts comptables pour valoriser, y compris comptablement, le capital humain de l'entreprise, au niveau de formation, le potentiel. Là aussi, s'il y a des idées qui peuvent s'exprimer dans ce domaine, ce serait particulièrement intéressant. Voilà, c'est 5 points qui articulaient vos différents éléments que vous avez donnés. Maintenant, je vous laisse la parole pour illustrer ces aspects avec la règle du jeu qui est de dire ce dont on est preneur, c'est véritablement des propositions. Qui souhaite commencer à se positionner sur ces idées ? Oui, donc Didier Chauffaille, entreprise EMAC. Vous m'avez cité tout à l'heure, effectivement, par rapport à une proposition que j'ai décrite rapidement. L'entreprise est basée au Piémont des Pyrénées, dans le Pays Basque, à Mauléon exactement. Et nous fabriquons des produits, dans le caoutchouc, donc c'est relativement chimique.
le long d'un gave classé, etc., etc. Donc il y a toute une ambiance d'un site chimique dans un endroit superbe. Alors effectivement, bon, on est dans le développement durable, c'est évident, donc je vais faire vite. On a déjà eu des réunions entre les élus de notre bout de territoire qui est la Soule et donc les civils. Donc c'est ce qu'on retrouve un petit peu ici au niveau du Parlement. Donc on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire dans 10 ans? Alors pour revenir sur quelque chose de plus fort, entre le territoire et les hommes, c'est de dire aujourd'hui qu'il y a pas mal d'ouvriers, de gens qui travaillent dans la production. Allô? Oui, pardon. Il y a des gens donc, qui travaillent dans l'entreprise et qui ont tous quasiment des activités connexes. Notamment, alors sans rentrer dans la caricature, parce que ce n'est pas l'objet, notamment des agriculteurs. J'en ai à peu près une vingtaine ou une trentaine qui œuvrent dans le monde de l'agriculture. Ils travaillent dans l'entreprise, non pas parce qu'ils n'y connaissent rien dans notre domaine, ils sont agriculteurs avant tout, donc c'est intéressant, ce sont des chefs d'entreprise eux aussi. Ils viennent chercher effectivement un travail en équipe, un salaire fixe, alimentaire. Et d'un autre côté, moi, je joue le rôle, si vous voulez, de l'entretien, on va dire, de leur entreprise, du maintien de leur entreprise, pour notamment, effectivement, tout le côté pastoralisme qu'on peut avoir dans nos piémonts de montagne. Donc c'est peut-être un peu particulier, effectivement, je ne suis pas en ville. C'est l'idée, donc c'est de se dire, donc, par ce cadre-là, donc on a ce type d'embauche qui permet effectivement d'avoir double métier pour continuer à œuvrer là-dedans. Mais l'idée, elle est encore un petit peu différente. L'idée est de se dire aujourd'hui qu'il y a pas mal de gens qui œuvrent bénévolement dans tout un tas d'associations autour de chez nous, au niveau du territoire. Et c'est de se dire que tous ces gens qui font ou du bénévolat ou sont relativement impliqués, c'est vraiment leur passion. Donc ils sont à l'entreprise, là c'est moins leur passion. Effectivement, c'est plutôt alimentaire et c'est de se dire peut-être que l'entreprise pourrait effectivement les payer aussi, enfin les rétribuer, mais dans leurs actions vraiment de passion pour l'entretien des traditions, puis pour aussi éviter que quelque part les gens s'en aillent et donc ils arrivent à s'impliquer dans vraiment ce qu'ils souhaitent de plus profond. Ça peut être la danse, la culture, etc. Si je vous résume, c'est comment développer cette dimension entrepreneuriale au sein de l'organisation, de votre propre organisation, quitte à financer, à soutenir des projets qui les mobilisent sur d'autres activités que la vôtre. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci bien. Et surtout de ne pas être, je dirais, les taxes que nous avons effectivement en interne sur ces gens-là puissent effectivement se retrouver effectivement annulées, entre guillemets, oui, ou avec un accompagnement. Avec un accompagnement, bien entendu. Voilà. Merci bien. Patricie Roch, vous avez listé un certain nombre d'axes. J'aimerais avoir un peu plus d'informations concernant l'association des salariés au capital de l'entreprise, et notamment qu'est-ce que ça signifie pour l'entreprise et pour les salariés. Et voilà, puisqu'on a un parterre intéressant, ça serait bien d'avoir les avis. Alors, on va peut-être commencer à prendre les avis dans la salle. Merci. Ludovic Delaherche. Pour rebondir sur cette question-là, et peut-être pour former une proposition un peu plus large, au-delà des salariés, je pense qu'aujourd'hui, on est à un virage de nos modes de fonctionnement de marché, de nos modes de fonctionnement de l'entreprise, et qu'il y a quelque chose dont il ne faut surtout pas se couper, qui est... Pardon. Depuis ce matin, la structure de l'actionnariat et le rôle des actionnaires est un peu au centre d'un certain nombre de débats en disant on n'a pas les coups des franges parce que aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises qui existent, il y a un certain nombre de projets qui se créent par des financements individuels, soit des salariés, soit des gens externes à l'entreprise. Au début, c'est permis grâce à des avancées technologiques, notamment par le Web 2.0. Il y a une distillerie de bière qui s'est lancée en Nouvelle-Zélande il y a 8 mois, qui regroupe aujourd'hui 850 000 actionnaires. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un projet. Ils ont lancé sur Internet en disant participez à hauteur que vous voulez. Ils ont construit une plateforme et toutes les décisions se font en ligne. Du design de la bouteille, ils ont acheté une distillerie, ils ont fait tous les codes graphiques, toute la communication, et toutes les décisions se font à 850 000 en ligne. Donc c'est possible, c'est tout à fait organisable. Et il y a aujourd'hui des projets de production
soit dans la musique, soit bientôt dans le cinéma qui vont sortir, qui concernent à la fois les salariés de l'entreprise, mais à la fois des gens externes qui proposent et sont en plus actionnaires au même titre, c'est-à-dire que potentiellement peuvent dégager des fonds. Et surtout, on ne les sollicite pas uniquement pour récolter de l'argent, ils sont sollicités aussi et peuvent proposer et participer. Je rebondis sur ce dont une personne parlait de démocratie participative. Je pense que là, on touche un virage qui est assez intéressant. Ils sont aussi sollicités pour ce qu'ils sont en tant qu'hommes et pas uniquement sur ce qu'ils sont au sein de l'entreprise ou au sein de cette communauté formée, parce que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, chacun peut participer aux décisions, et on peut s'apercevoir qu'il y a des gens, dans certaines entreprises, et je pense notamment à un projet qui s'est monté aussi récemment, où on s'est aperçu qu'une personne qui travaillait à la comptabilité a ensuite généré l'ensemble des campagnes de communication de l'entreprise, parce que cette personne avait fait des études de graphisme, s'était ensuite alimentairement retournée vers la comptabilité, et ils ont eu l'intelligence de pouvoir identifier les capacités humaines de cette personne, qui disait moi ma passion c'est la création graphique, et qui du coup participe à la création graphique de l'identité de son entreprise. Bon, donc là vous évoquez plusieurs sujets, hein. Il y a bien comment élargir la participation des salariés, comment mieux prendre en compte aussi les désirs, les envies, les compétences particulières. Est-ce que finalement mettre la dimension humaine au cœur de l'organisation passe par la prise en compte, et jusqu'où la prise en compte de facteurs très personnalisés finalement. D'accord. D'autres Et donc Yann Roland, j'étais présent ce matin, donc je viens témoigner sur l'actionnariat salarié, l'actionnariat au sens large, puisque l'histoire de notre entreprise, c'est comme je l'ai dit, elle a d'abord été majoritairement détenue par des fonds d'investissement. Et on a fait donc ce qu'on appelle un LBO, ce qui est une méthode qui a permis une transmission d'entreprise et ce qui me permet de vous parler aujourd'hui. Donc moi je suis favorable à ces fonds d'investissement. Le seul problème, c'est les excès dans la valorisation des titres à la sortie qui font que les fonds d'investissement, quand ils veulent sortir, parce qu'ils doivent sortir, c'est dans leur métier, ils sollicitent un prix qui est basé sur une valeur future de rendement de l'entreprise. Et on se retrouve à devoir faire des valorisations qui font que ensuite l'entreprise subit un autre montage financier avec un endettement élevé pour rembourser le prix de la société qui a été cédée. Et on a des distributions de valorisation d'entreprise qui sont tellement importantes qu'elles peuvent consommer plusieurs années de bénéfices parfois, suivant la proportion de l'actionnariat. Donc, je ne sais pas si j'étais clair. Ce que je veux dire, c'est que l'entreprise étant valorisée à un certain prix sur le futur, ça suppose une ponction qui va se traduire par un endettement important que vont devoir payer ensuite ceux qui sont à l'intérieur de l'entreprise et qui l'exploitent. Donc là, je pense qu'il y a eu des excès, à l'image d'ailleurs des excès du monde financier et de la crise qui a eu lieu, et qu'il faudrait trouver une façon de les réguler, à l'image aussi de ce que dit par exemple le président de la République. Il faut savoir répartir le résultat, mettons en 3/4 ou en 4/4, l'impôt, les salariés, l'investissement et l'actionnaire. Et ces investisseurs en capital, parfois, prennent 90% de la valeur pendant plusieurs années. Donc là, il y a un excès qu'il faudrait pouvoir réguler. En ce qui concerne l'actionnariat salarié, nous, on l'a vécu. Moi, je ne partage pas du tout l'avis qui a été exprimé tout de suite. On l'a vécu de l'intérieur. Le fait de proposer aux salariés de pouvoir devenir actionnaire et de payer un vrai prix, d'ailleurs, chez nous, ce n'était pas des stock options, c'était un vrai prix d'entrée, avec un engagement que j'ai pris de pouvoir sortir, là aussi, au bout de 5 ans, parce que des salariés ont besoin d'avoir une sortie, d'avoir une issue. Et ils sont en train de sortir, ils vont sortir actuellement et puis ils vont pouvoir re-rentrer, c'est-à-dire qu'on essaye de faire un cycle comme ça, et ça leur permet effectivement de faire une plus-value. Et le fait que ce soit les salariés qui sont les créateurs de la valeur en interne, ça a vraiment un sens humain qui est fort, c'est-à-dire que dans le sens de l'implication, dans le sens de l'appartenance à l'entreprise. Et ça, j'y crois vraiment beaucoup. Alors c'est délicat, il faut bien communiquer, il faut assurer les engagements de sortie. Il faut que les salariés se rendent compte qu'ils ont toutes les informations. Moi, ça a fait évoluer mon management, c'est-à-dire que, comme je disais aussi ce matin, j'ai demandé à mon comité de direction progressivement de devenir non seulement ceux à qui les collaborateurs rendent compte, mais qu'eux doivent rendre compte aux collaborateurs. Et donc, ça a créé un mode de management qui est terriblement efficace, parce que du coup, tout le monde se sent concerné et responsable. Voilà. Et donc, Jacques Boileux, société Stafit, dans le Nord. On est spécialisé dans l'expérimentation et la recherche en agriculture. On teste des produits bio, des produits phytosanitaires, des semences, etc. Donc, je vais dans le même sens que monsieur, avec peut-être une organisation un petit peu différente pour faire rentrer les salariés. Dès qu'on a créé, il y a 2 ans, une holding au-dessus de la holding familiale qui permet
donc avec 7% du capital, où j'ai gardé la majorité. Bon, je suis peut-être... je souhaitais garder la majorité, simplement. Avec la possibilité, en fait, l'objectif était que les salariés puissent profiter de la croissance de l'entreprise et profiter de l'augmentation de capital, etc. Donc avec une règle de calcul, avec un pacte d'actionnaires qui permet aux salariés de sortir facilement. Et donc ma proposition est, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de favoriser ce genre de choses en diminuant, parce qu'il y a des coûts fiscaux quand ils rentrent, quand ils sortent, en favorisant aussi, parce qu'en général les salariés n'ont pas tant de moyens que ça, donc peut-être les aider à faire un prêt auprès de l'entreprise, voire auprès d'organismes extérieurs. Donc essayer de faciliter, au moins faire connaître, parce que ce genre de montage est très peu connu, faire connaître le montage et le faire fonctionner. Merci. Bonjour, Christophe Darfeuille, je m'occupe d'une association d'éducation à la nature et au développement durable à Lyon. Alors, moi, je vais vous parler de ma petite expérience, puisque c'est une association loi 1901, donc nous, les objectifs... Et surtout, vous allez nous faire des propositions. Et je vais vous faire une proposition. C'est d'intégrer l'humain, comme le dit le titre, dans l'entreprise. Et nous, les démarches, il y a un projet associatif et les salariés sont associés au projet associatif de l'association. Notre objectif est d'éduquer pour mieux protéger la nature et toutes les actions et les campagnes que l'on mène sont décidées unanimement par les salariés et l'équipe dirigeante, à savoir le conseil d'administration, le président et le directeur que je suis. Donc ce que je veux dire, c'est que dans l'associatif, en ce qui nous concerne, c'est pas le salaire qui prime, c'est l'éthique et l'engagement. Les salariés viennent à l'association pour aboutir à un objectif commun d'éducation. Et donc moi je proposerais que finalement les entreprises intègrent un petit peu plus ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire la possibilité des salariés à s'engager et à décider unanimement l'objectif de l'association, ou plutôt de l'entreprise. Alors, encore un autre témoignage et sans doute une proposition. Je travaille pour les laboratoires Boiron à Brest, et plus précisément à Brest, mais pour un laboratoire qui est dans la région Rhône-Alpes. Nous avons une longue expérience de dialogue social, et pour ce qui est le partage du bénéfice, on a un accord original d'intéressement où on explique à tous nos salariés que la productivité, c'est l'oxygène. On ne travaille pas pour ça, mais c'est bien d'en avoir. Et donc, ils ont pleinement compris que derrière un partage pour eux et le fait de posséder des parts de l'entreprise, ils ont 4% du capital de l'entreprise, eh bien c'est du vécu au quotidien. C'est où on a un chiffre d'affaires qui progresse et on se serre les coudes et on y va, où on embauche ou on n'embauche pas, on réduit la voilure. Tout ça pour dire que quand il s'agit de gérer les à-coups à la hausse et à la baisse, ils comprennent d'autant mieux que ça va dans leur porte-monnaie. Et surtout, on a mis en place un petit stage donc, demandable dans le plan de formation sur l'économie d'une entreprise. Comment dire avec des mots simples les enjeux, les ratios, les choses très basiques qui font que pour piloter une entreprise, on doit faire attention à ceci et cela. On a tous les ans des gens qui s'inscrivent et qui, du coup, quand ils rentrent, comprennent beaucoup mieux nos règles de pilotage. Bonjour, Grégory Poincenet, Fondation Nicolas Hulot. Donc moi j'ai une question qui est aussi une suggestion. Comment vous pensez qu'une entreprise au niveau de sa gouvernance puisse intégrer des ONG, ce qui viserait à s'enrichir mutuellement et avancer dans un sens qu'on aurait défini ensemble, et également au niveau de l'actionnariat, on voit dans les pays anglo-saxons apparaître de plus en plus de ce type de relations, donc des ONG qui prennent des parties d'actionnariat des entreprises. Merci. Ne vous asseyez pas, on va vous demander de contribuer à la réponse, parce que si vous posez la question, vous avez peut-être un début d'idée d'un début de réponse. Non, pas forcément. Non. Justement, c'était une question à nos intervenants là. Nous, on souhaiterait bien sûr en tant qu'ONG être partie prenante, soit en consultatif, soit dans le processus décisionnel des entreprises.
ce qui serait un nouveau type de relation. Mais votre fondation a été impliquée à un moment donné dans la gouvernance d'une organisation? Non, pas encore. Pas encore. Non. D'accord. On a des actions avec nos partenaires, bien évidemment, mais on n'est pas dans les instances de gouvernance. Bernard Quenet-Hervé, président de la société Sanson à Cholet, fabricant de chaussures. Moi, je voudrais faire partager notre expérience et aussi donner mon avis sur le fait que l'actionnariat, lorsqu'il peut être intégré dans l'entreprise, lorsqu'il peut être maîtrisé par les salariés, c'est sans commune mesure avec un actionnariat qui est détenu par des financiers. Le pouvoir de l'entreprise, qu'elle soit associative, coopérative ou lucrative, c'est notre cas puisqu'on est une SA, de toute façon, il est dans les mains des actionnaires. Alors les actionnaires, si ce n'est pas vous, si ce n'est pas les gens de l'entreprise, ils prendront les décisions. Vous pouvez avoir tous les titres que vous voulez, vous pouvez être président, pas président, directeur général. Donc c'est notre cas. Nous, on a eu de la chance, moi et mes cadres, de pouvoir reprendre, non pas la majorité des actions, mais au moins largement une minorité de blocage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pouvoir de décision, il est dans nos mains, à moi-même et à mes cadres. Et ça a changé notre vie, quoi. À partir de ce moment-là, la chape de plomb, elle est partie. On n'a plus eu besoin de se poser de questions et de se dire qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'ils vont faire de nous, qu'est-ce qu'ils vont faire de nos dividendes. Là, maintenant, c'est notre choix, c'est notre vie, c'est la vie des salariés de l'entreprise. On le partage avec tous les salariés. Ils ne sont pas tous actionnaires. Il y a 8 cadres qui sont actionnaires avec moi. Il y a 180 salariés dans l'entreprise. Mais les gens sont conscients, et on le partage avec eux, que le pouvoir de décision, il est dans nos mains à nous et non pas dans les mains de financiers qui, on le sait, on le voit, on l'a vu avec la crise, ce que ça peut devenir. Donc aujourd'hui, moi je dirais à tous ceux qui ont la possibilité à un moment ou à un autre, soit au travers d'un LBO, comme monsieur l'a mentionné tout à l'heure, soit au travers de n'importe quelle autre mesure, mais de prendre le pouvoir de l'actionnariat de l'entreprise. Peut-être pas la majorité, mais au moins une minorité de blocage pour empêcher certains actionnaires je dirais néfastes, de faire ce qu'ils veulent de l'entreprise, de la démanteler, de la vendre par compartiment. Ce sont les managers qui sont actionnaires de l'entreprise, vos collaborateurs, les cadres de l'entreprise. Il y a 8 cadres avec cadres. moi, et ils détiennent 16%, les 8 cadres, plus moi, mes parts à moi. Donc on détient plus de 33% à nous. Donc on détient la minorité de blocage, ce qui empêche, et on est, par le fait même, puisqu'il n'y a pas d'actionnaires majoritaires, les actionnaires principaux. D'accord. Donc on a la maîtrise de notre entreprise. Merci bien. Bon, il y a déjà pas mal de contenu, donc je vais peut-être commencer à se tourner vers nos invités pour réagir. Je crois que Maxime Holder brûle de... Bonjour, je voudrais simplement peut-être vous apporter mon regard sur 3 thèmes qui ont été abordés. Le premier, c'est le thème de l'entreprise et du territoire. Je voudrais peut-être attirer votre attention sur quelque chose qui a été fait à Lille et qui est totalement novateur, puisque la mairie de Lille a lancé il y a quelques années Lille, ville de la solidarité, qui avait pour objectif d'impliquer bien sûr la commune et essentiellement des gens de l'associatif. Et puis un jour, la mairie a eu l'idée de se tourner vers les entreprises. La première demande, c'était d'aider des clubs de sport en difficulté. Donc c'était plutôt une demande qui était financière. Et très rapidement, les entreprises et les clubs se sont rendus compte qu'au-delà de l'argent, il y avait des passerelles à tisser. Et en travaillant avec la ville de Lille, on a un certain nombre d'entrepreneurs décidé de créer finalement une charte de l'entreprise partenaire de la ville de la solidarité. Alors voilà une idée, elle est je crois nouvelle en France parce que j'en ai jamais entendu parler. La charte a été agréée par le cabinet du maire il y a 2 semaines et donc est déjà active aujourd'hui auprès d'une vingtaine d'entreprises qui sont des grosses et des moins grosses entreprises, parce que je pense que c'est important de prendre conscience qu'il n'y a pas que les grandes entreprises qui peuvent être acteurs au niveau du tissu économique et social. Sur l'association des salariés au capital, moi je voudrais simplement vous dire quelque chose. Je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises, et vous en avez parlé, notamment quand on utilise les termes de LBO qui sont un peu savants. Quand je dis savant, c'est pour un salarié lambda. Pour nos cadres, on peut mettre en place des sociétés de cadres. Je pense qu'il n'y a pas de problème. On peut mettre en place des fonds communs de placement
pour nos salariés qui souhaitent avoir effectivement une participation au capital. Mais je crois que la question essentielle, c'est de se souvenir que majoritairement dans nos entreprises, nous avons des salariés qui n'ont pas forcément des gros salaires et qu'avant d'aller leur parler d'une participation au capital, parce que je rappelle que quand vous participez au capital, si l'entreprise perd de sa valeur, eh bien vous perdez vous-même de la valeur, je crois qu'il faut parler du partage des résultats. Et l'idée que j'ai, c'est pas moi finalement, parce que c'est une idée qui a été évoquée et même on en a entendu parler par le président de la République, c'est tout simplement dans les entreprises communiquer, et même au niveau du comité d'entreprise, sur le poids des salaires sur la valeur ajoutée. Et je crois que c'est un élément sur lequel on ne peut pas tricher. Et quand vous rencontrez les partenaires sociaux et que vous leur indiquez année après année finalement le poids de vos salaires sur la valeur ajoutée de l'entreprise, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se faire autour de ça. Et le dernier point, au niveau de la question de monsieur sur les ONG ou l'associatif, moi ce que je recommande aux entreprises, c'est tout simplement de prendre dans leur conseil d'administration, et là on est en plein dans la règle de la gouvernance, eh bien de prendre dans leur conseil d'administration des gens effectivement qui sont issus d'univers différents et bien entendu des ONG et un certain nombre d'autres acteurs. Sachez que cela se pratique déjà et que je pense que ça a un vrai succès. Ça évitera peut-être le problème dans les entreprises de cooptation au sein des conseils d'administration dont on pourrait parler et dont on a vu les dérives que ça pouvait amener. Merci bien. Je me tourne vers Georges Daho qui a une expérience de LMBO assez fraîche, d'autant qu'elle s'est faite en 2 temps. Je crois qu'il y a eu un deuxième volet qui a permis d'élargir. Oui, il y a eu un premier volet qui nous a permis de prendre la direction de l'entreprise, c'est-à-dire 15 managers ont racheté 51% de l'entreprise dans laquelle on était, avec un fonds. Ça, c'était en 2004. Et en 2008, on a souhaité élargir. Et le fonds a joué le jeu, puisqu'il a accepté de céder 25% de ses parts pour faire entrer les collaborateurs à la fois au travers d'une société, comme vous l'indiquiez. Donc on a 250 cadres qui sont rentrés actionnaires d'entreprise au travers d'une société. Et on a ouvert le FCPE, donc qui est la possibilité de placer la participation légale sur des actions de l'entreprise à hauteur de 10%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'entreprise est détenue à 75% par ses collaborateurs et 25% par le fonds. Alors le fonds, ce n'est pas inutile parce que ça oblige à rendre compte à quelqu'un qui n'est pas dans l'entreprise. Ça donne quand même une ouverture. Je trouve que ce n'est pas inutile d'avoir un tiers extérieur. Et d'ailleurs, nous avons aussi 2 personnes extérieures qui sont 2 conseils qui suivent l'entreprise de manière permanente et qu'on a souhaité en tant que partenaire associer. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, si on regarde de toute façon la répartition du résultat, il y a 33% qui va à l'impôt. Nous, la participation légale fait à peu près 17%, donc il y a déjà 50%. Le FCPE reçoit les dividendes, ça fait 10%. Vous avez la réserve légale de 5%, donc vous arrivez déjà à 65%. Et puis il reste 35% sur lequel on peut discuter, quoi. Donc c'est vrai que quand on a un LMBO, les banquiers obligent qu'ils soient tous affectés au remboursement de la dette, mais c'est de façon indirecte au bénéfice des actionnaires. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a différentes manières de participer, de faire participer. Ce matin, on utilise beaucoup les contrats de partenariat et quelqu'un a utilisé le mot d'alliance. C'est vrai que nous utilisons beaucoup avec des fournisseurs, des sous-traitants, des contrats d'alliance pour aller ensemble gagner des opérations. De toute façon, il y a une orientation, que ce soit en PPP, en marché public ou en privé aussi, à la globalisation. Et la globalisation ne peut pas se faire tout seul, il faut y aller avec des partenaires. Et donc, effectivement, il y a une autre manière aujourd'hui d'intégrer, de jouer le gagnant-gagnant avec les autres partenaires à l'extérieur. Ce sont tous les contrats d'alliance que l'on peut avoir. Et je dois dire qu'on l'a poussé un petit peu, je cite un exemple, tout évolue vite et on a voulu faire un séminaire avec les 250 cadres actionnaires pour partager la vision de l'entreprise, partager la problématique, les former sur ce que l'on faisait de nouveau, que ce soit en termes de HQE, d'efficience énergétique ou sur le plan social. Et puis, à un moment donné, on a pensé aussi associer les fournisseurs et on a associé 15 fournisseurs à ce séminaire. Et ces fournisseurs avaient la possibilité de former aussi tout l'ensemble de nos collaborateurs, ce qu'ils souhaitaient, sur leur technique. Donc ils avaient sous la main pendant 40 heures. Mais ils ont énormément apprécié parce que tout a été ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réunion qui était interdite aux fournisseurs. Ils pouvaient venir, s'ils le souhaitaient, assister aux réunions sur notre vision, sur notre RH, sur notre réalité, aux formations que l'on faisait, et c'était libre. Et ça a créé une dynamique assez extraordinaire et tout le monde s'est lâché. Et on a vu qu'effectivement, dans cet aspect de transparence, on a plus à gagner
et c'est d'autres formes. Donc, effectivement, pour en revenir, l'actionnariat salarié est une bonne chose, mais je crois que l'ouverture, elle peut prendre d'autres formes aussi qui sont intéressantes de s'ouvrir et de partager le pouvoir, en tout cas, et de permettre d'orienter la vision et de faire savoir où l'on va. Parce que de cette façon aussi, c'est que ces fournisseurs-là, aujourd'hui, avec toutes les problématiques qu'ils ont de trésorerie ou autres, pouvaient être toujours inquiets sur l'avenir d'une entreprise ou d'une autre. Le fait qu'on leur ait ouvert a rassuré, a amélioré la confiance et permet aussi de continuer plus loin ensuite. Merci bien. Jean Duforest, qu'est-ce que ce qu'on vient d'entendre vous inspire? C'est une bonne question. Qu'est-ce que ça m'inspire? Alors moi, ce qui m'inspire, c'est que j'ai entendu des choses formidables. Je mettrai tout ça sous le compte des moyens. Des moyens, je vais être très présomptueux. 80% des moyens que j'ai entendus depuis quelques minutes sont largement pratiqués dans mon entreprise. Et j'estime que chacun a le droit d'utiliser les moyens qui lui conviennent. Chaque entreprise est comme un individu. Il a une panoplie de moyens à l'infini. On peut être très créatif sur les moyens. Encore faut-il avoir une vision. Et je pense que si on a une vision et que cette vision est une vision dont on a les moyens de cette vision, c'est-à-dire qu'on a le pouvoir sur cette vision, alors moi c'est très simple, c'est une entreprise familiale que j'ai fondée il y a une quinzaine d'années et je suis propriétaire, actionnaire majoritaire de l'entreprise. Donc à partir du moment où j'ai le pouvoir, je suis l'homme le plus heureux du monde parce que j'ai les moyens de ma vision. Le tout, c'est d'avoir une vision, de l'exprimer de manière on ne peut plus précise, et j'ai beaucoup aimé l'intervention de Boiron, là tout à l'heure, je ne sais plus, madame, je vous fais de regard, avec des mots simples, avec des idées simples, pas d'intellectualisme, mais surtout beaucoup d'action. C'est-à-dire qu'on ne change que dans l'action. Je voudrais simplement vous dire qu'est-ce qui m'a inspiré. C'est pas venu un beau matin, j'ai horreur du marketing de sens. Qu'est-ce qui m'a inspiré un jour à arriver à ce qu'on appelle dans notre organisation la RESEM, la responsabilité entrepreneuriale, sociale, sociétale et environnementale d'une marque pour enfants dans le monde, puisqu'on est dans 60 pays et dans toutes les langues. Donc il faut des choses très simples. Et ces mots simples, on les a rassemblés naturellement dans différentes chartes. Ce qui commence très clairement, c'est la carte de visite de tous mes collaborateurs. Je la sors parce qu'il m'en reste une dans ma poche, donc j'ai la carte de visite. On a écrit il y a 15 ans, avec mon associé Jean-Luc Soufflet, une petite phrase toute simple. Entreprendre pour que le monde progresse au service de l'enfant qui grandit. Alors entreprendre, c'est prendre entre eux. C'est-à-dire que j'ai le choix de prendre entre des paradoxes, des contraintes, des limites, des conjonctures, etc. Je prends entre eux. Entreprendre pour, c'est pas contre. Je ne suis pas contre quelqu'un, contre des concurrents, je ne suis pas là pour critiquer, je suis là pour agir avec les moyens que je peux. Donc c'est entreprendre pour. Pourquoi? Pour que le monde progresse. Ce n'est pas contre le monde qui régresse. C'est pour que le monde progresse. Au service, qui est le mot le plus magique de mon métier, le hasard fait que dans la catégorie socio-professionnelle, je suis dans la catégorie des services. Je ne vais pas me gêner et je suis plus dans l'économie du don que l'économie de la dette. Vous allez me dire, oui, vous êtes un capitaliste. Sauf que je mets mon capital au service d'un projet et non pas le projet au service de mon capital, c'est clair et net. C'est une entreprise familiale, personne ne m'empêchera de le faire. Et en plus, je l'ai fondée. Et pour terminer, au service de qui? De l'enfant qui grandit, parce que l'enfant, il change tous les jours. Et l'enfant, vous savez, c'est notre Madeleine de Proust. Toute notre vie, on rêve à cette insouciance de l'enfance. Et pour moi, c'est l'enfance qui va sauver le monde. En tout cas, c'est la génération d'après nous qui a tout en main. Donc, je prends des choses simples. Alors, pour rejoindre des mots clés, nous, on a des mots clés dans notre entreprise qui sont des mots que j'ai pris ici parce qu'ils sont affichés dans l'entrée, ils sont affichés partout. Nous, on a 5 mots-clés. L'éthique. Alors, vous allez me dire, l'éthique, combien de livres ont été écrits sur l'éthique? Nous, l'éthique, on l'a divisée en 2 catégories. L'éthique, c'est-à-dire les droits de l'enfant dans le monde. Alors, on prend exactement les droits de l'enfant dans le monde et on a écrit 12 valeurs. Je ne vais pas vous les dire au micro parce que ça va prendre trop de place dans le débat.
12 valeurs raccrochées, 12 valeurs que les gens connaissent depuis 15 ans dans notre groupe. Et chaque année, la participation par objectif, et on voit comment on a évolué sur ces 12 valeurs. Alors vous allez me dire comment vous mesurez, parce que je connais toujours la question de la question de la question. On le mesure avec un rapport social, sociétal, environnemental qui est fait par des personnalités extérieures et qui vérifie qu'entre notre engagement et la réalité quotidienne de nos actions, il n'y a pas trop d'écart, ou s'il y a un écart, on le complète. Il y a un deuxième mot-clé chez nous, c'est l'ergonomie. Et Dieu sait si dans le monde d'aujourd'hui, c'est important. C'est ce que j'appelle la frugalité heureuse, l'empathie du service réel, c'est-à-dire on s'occupe des besoins. Le troisième mot, pardon, je parle trop près du micro, il paraît. Excusez-moi, hein. Je ne m'entends pas, c'est pour ça. Le troisième mot, c'est un mot très important dans notre métier, c'est l'esthétique. Je pense que c'est la beauté qui sauvera le monde. Je pense que c'est vraiment la beauté qui sauvera le monde, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est incarné. Alors l'esthétique pour nous, c'est l'intensité émotive collective, l'émotion en communion, sans intellectualisme. Ça prend ou ça prend pas. Le ludique, parce que je suis dans le monde de l'enfance, c'est-à-dire la confiance en soi. Voilà ce que je mets derrière le mot ludique, je ne vais pas m'étendre trop dessus. Ensuite, tout ce qui est transmissible, pédagogique et authentique. Et pour terminer, en quoi je rends service à l'économique. Je prends des mots-clés. Voilà des choses simples. Naturellement, dans notre entreprise, tout le monde est actionnaire. Il y a la participation, il y a l'intéressement. Enfin, toutes les panoplies que j'ai entendues. On a une fondation, on a créé une association pour monter des crèches à but non lucratif. On participe avec des ONG, peut-être pas avec Nicolas Hulot, mais en tout cas avec d'autres ONG dans pas mal de pays dans le monde. Enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais ce que je voudrais simplement faire passer comme message pour conclure, je crois que quand il y a une vision collective, moi je crois à une vision, un projet, une équipe, un leader. Hein, par rapport à ce qui était dit par le jeune homme là-bas tout à l'heure. Sinon, ça ne marche pas. En tout cas, dans le monde économique, c'est assez simple. Mais s'il y a une vision collective, avec celui qui a le pouvoir capitalistique, qui affiche cette vision et qui s'engage sur cette vision. Vous savez, on ne me loupe pas. Hein. Quand j'ai un moindre écart, les gens me disent « Attends, t'as dit ça et tu te comportes comme ça ». Et je crois, moi, personnellement, au comportement de mes collaborateurs dans leurs actions, pas dans leurs discours. Donc, un collaborateur qui a une action et qui se comporte de manière exemplaire et cohérente, il a tous les pouvoirs par rapport à la vision commune de l'entreprise. Je m'excuse d'avoir été un petit peu long, c'est pour réagir comme vous m'avez demandé de le faire. Jean Duforest, est-ce que clarifier une vision, expliciter une vision au service de quelque chose et susciter de l'émotion autour de cette vision, c'est un secret pour mobiliser véritablement la dimension humaine dans l'organisation? C'est un travail permanent de tous les jours et donc il faut avoir des convictions. Je crois que si un dirigeant qui a le pouvoir n'a pas de conviction, il ne peut pas aller vers une vision. Je voudrais vous dire d'où vient cette conviction. Elle est très simple. Je suis natif de Roubaix. Lui, il a parlé de Lille, on se connaît bien, on est de la même région, on est des ch'tis. Bon. Moi, je suis natif de Roubaix depuis plusieurs générations. Et puis la première entreprise que j'ai créée, c'est il y a 25 ans. Et à l'époque, il y avait un brave homme qui était un humaniste, et je ne vous cache pas que c'est ma source culturelle, Schumann, Monet, Adenauer, qui, après des guerres catastrophiques, ont dit « on va créer un machin ». Vous savez comment s'appelle ce machin? On va créer l'Europe. Et vous savez ce que c'est que l'Europe? C'est un machin, c'est pas un territoire, c'est pas une langue, c'est pas une culture, c'est pas tout ce que vous voulez, c'est un machin où on va créer du lien pour que les gens se tapent plus sur la gueule. Voilà ma conviction de départ. Donc on va créer un environnement où des gens vont essayer de créer du lien, lien économique, lien juridique, lien politique, toutes sortes de liens pour éviter de se taper dessus. Voilà les humanistes d'après-guerre. Et je suis tombé sur un humaniste qui s'appelait André Diligent. Je vous donne son nom, c'est un type qui est mort, mais paix à son âme, mais il était assez extraordinaire. Et il nous a dit, quand on a créé notre première entreprise, si vous quittez Roubaix, parce que Roubaix, c'était pas... Roubaix, on est la plus belle ville de France, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a connu toutes les emmerdes que vous connaissez aujourd'hui 30 ans avant tout le monde. Donc, on a 30 ans d'avance, 30 ans d'innovation avant vous, hein, et c'est pour ça que je ne regrette pas d'être né à Roubaix. Hein. Et donc, ce brave André Diligent, à l'époque, m'a dit la chose suivante, il m'a dit, à l'époque, je veux dire de quoi on parlait? On ne parlait pas de RSE, on ne parlait pas de développement durable, on ne parlait pas de ça, on parlait tout simplement de 3 choses. L'emploi déjà, parce qu'il y avait un chômage qui commençait déjà à cette époque-là.
On parlait d'intégration, on parlait d'insertion. Voilà les 3 domaines qui ont été à l'origine de ma réflexion. Et vous savez, quand on pose le premier pas à un enfant, vous lui demandez de faire un premier pas, il fait le 2e pas, et après le 3e pas, et le 4. C'est de pas en pas, de risque en risque, d'action en action, que je suis passé de l'intégration et de l'insertion. Un jour, on a créé une association qui s'appelle Alliance dans le Nord, où j'étais administrateur de ce truc-là. On est passé à la citoyenneté. Et de la citoyenneté, on est passé au développement durable. Et du développement durable, on est passé à la RSE. Puis un jour, on passera encore à un autre concept. Ce sont les concepts de mode, les marketing de sens. J'avoue que je suis extrêmement prudent à ce genre de truc. Il y a toujours des effets de mode. Mais la racine est toujours la même. Comment réconcilier, voilà ma conclusion, l'économique, l'humain et le sociétal. Voilà fondamentalement mon obsession. Voilà pour conclure. Merci. Rémi Roux, réconcilier l'économique et l'humain, ça vous a inspiré? Oui. Alors, pour revenir un petit peu dans le débat, dans les différents thèmes qui ont été évoqués au départ, il y en a pas mal où la société coopérative, la structure que nous avons choisie, répond quand même bien. Je regarde le système de management, démocratie participative, l'association des salariés au capital, qui est justement la clé des entreprises coopératives, l'actionnaire, on a parlé, et l'impact de la finance. Donc je vais parler un petit peu justement dans les propositions, dans les solutions de développer ces entreprises coopératives. Évidemment, ce n'est pas du tout opposé aux autres structures d'entreprise, on est bien d'accord. Et il est très très important pour que notre monde évolue positivement, que toutes ces entreprises qui sont dans d'autres structures aient des actions comme celles qui viennent d'être citées par mes collègues. Alors bon, vous savez, les entreprises coopératives sont des entreprises qui sont détenues en majorité par leurs salariés. Donc ça, c'est le statut de base. Il n'y a pas de spéculation sur les parts sociales. Donc du coup, si vous voulez, l'action reste au même prix. Du coup, ça évite que justement les salariés n'aient pas assez d'argent, effectivement, pour si l'action montait trop. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y en a que 1800 en France, des sociétés coopératives. On ne connaît pas tellement. On a l'impression que c'est vraiment des petites structures et que dès que ça grossit, ça ne marche plus. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans les 1800 scopes en France, il y a Chèque Déjeuner qui est une scope de je ne sais plus combien, je crois qu'il y a plus de 1000 salariés. Nous, dans la région sud-ouest, Scopelec, 800 salariés qui font des câbles téléphoniques. Enfin, il y en a dans tous les métiers, donc c'est possible. Ça fonctionne. Et simplement, il faudrait peut-être essayer d'aider à les développer un petit peu plus. Parce que quand on veut créer une société coopérative, alors... pour créer une entreprise, on a besoin d'argent, évidemment, comme tout le monde. Alors, quand vous allez voir une banque conventionnelle, les sociétés coopératives, ça ne les intéresse pas du tout. Nous, si on n'avait pas eu le crédit coopératif, on n'aurait eu aucune banque qui nous aurait fait confiance au départ. Le crédit coopératif étant une banque coopérative qui aide vraiment les sociétés coopératives. Ensuite, les business angels. Donc, les business angels oui, qui investissent dans des boîtes. Bon, l'idée, c'est que quand même, après, il y a une valorisation de leurs actions. Donc, l'action n'étant pas valorisée dans une scope, c'est réglé, on ne les a pas. Donc, effectivement, quand on veut créer une entreprise, nous, c'est ce qui nous est arrivé il y a 6 ans, on a plutôt moins de moyens que dans les entreprises conventionnelles. Donc, déjà, dans les suggestions que je pourrais donner, c'est est-ce qu'au moins on pourrait avoir pour les entreprises sociales les mêmes moyens, qu'on ne galère pas pour faire des dossiers auprès des OSEO et autres qui sont beaucoup plus frileux envers ce genre d'entreprise et envers les banques, voilà, déjà pour créer l'entreprise. Ensuite, j'aurais, moi, alors, je vais répondre peut-être aussi, il y a un point très important qui a été fait, qui était, je crois, accepté par tout le monde et au niveau de son importance, c'est la formation des salariés. Comme l'a dit la dame de Boiron, dans une société coopérative, ça fait partie vraiment du principe. C'est que, bon, chez nous, par exemple, tous les salariés sont appelés à devenir sociétaires, mais au bout de 2 ans. Et dans ces 2 ans, il y a un parcours qui s'appelle Bienvenue en Scope, où on donne des formations, ça dure 5 jours sur 2 ans, où ils apprennent justement à comprendre, avec des mots simples, comme vous le disiez, la gestion d'une entreprise. Et ça, c'est évidemment très, très important dans tous les cas d'actionnariat des salariés. Parce que sinon,
on va limiter l'actionnariat des salariés aux seuls cadres qui auront eu la chance d'avoir dans leurs études appréhendé la compréhension de l'économie, éventuellement de la comptabilité d'une entreprise. Donc effectivement, la formation des salariés, de tous les salariés, pas seulement des cadres, justement, c'est un point très important. Alors moi, j'aurais une suggestion pour essayer de développer plus ce genre d'entreprise. On a aujourd'hui en France des dizaines de milliers de boîtes qui ont été créées par des gens il y a longtemps, et maintenant le patron est vieux. Et le fiston, il ne veut pas reprendre la boîte de papa. Alors qu'est-ce qui se passe ? En général, ces patrons, je dis ça en rigolant, hein, ils sont vieux, c'est-à-dire qu'ils ont 65, 70 ans, il va bien falloir qu'à un moment qu'ils transmettent. Et je ne dis pas c'est du tout pour mes voisins, je vois qu'ils... voilà, 75, 80. Et donc, à un moment, il faut transmettre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a quand c'est une boîte familiale et qu'on ne le transmet pas à sa famille ? Qu'est-ce qu'on fait ? L'expert comptable, il va lui dire il faut la vendre. On va la vendre à qui ? À un concurrent ou à des investisseurs. Si on la vend à un concurrent, il y a de fortes chances que le concurrent il prenne ce qui l'intéresse dans la boîte et puis que 2 ans après, la boîte il la ferme, que les salariés se retrouvent au chômage. Et bien souvent, ces patrons, évidemment, ils ont envie de valoriser un petit peu leur investissement de toute leur vie financièrement, mais il n'y a pas que ça, c'est pas le plus important. Si on leur dit, vous avez le choix entre valoriser votre boîte à donf, et puis par contre, demain elle est morte, et vos 30 salariés ou vos 10 salariés que vous avez vous-même recrutés droit dans les yeux, que vous avez managé, ils sont au chômage, et quand ils vous croiseront dans la rue, ils vous serreront plus la main, ou alors vous la valorisez un petit peu moins peut-être, ou alors sur un plus long terme, mais vous la transmettez aux salariés. Et c'est possible, et ça marche. Et ça, par exemple, si on pouvait passer cette information à tous les patrons de petites PME, hein, c'est peut-être plus difficile dans les grosses structures, mais si au moins ils savent par leurs experts comptables et puis par toutes les infos qu'on pourra leur donner que c'est possible et que ça fonctionne, peut-être qu'on pourra avoir des tas de transmissions qui du coup vont pérenniser les activités, parce que quand les salariés vont reprendre la boîte, leur but c'est de pérenniser leur travail. Donc effectivement, ils vont essayer de la faire durer. Et le patron, il pourra continuer à voir ces camions qui vont passer devant chez lui, comme ça a été le cas toute sa vie, etc. Et je pense que s'il a ce choix-là et qu'il comprend que c'est possible, il préférera peut-être, au lieu de vendre sa société 500 000 euros, peut-être la vendre 350 000 ou peut-être sur un plus long terme. Et voilà. Donc il y a ce système-là que je pense qu'il faudrait qu'on développe. Dans la même idée, pour aider la transmission aux salariés, c'est clair que les salariés n'ont pas beaucoup de capitaux. Certains pourront mettre peut-être 1 mois ou 2 mois de salaire emprunté, mais s'il y a 10 salariés, ils ne vont pas pouvoir sortir 300 000 euros. Donc il y a quelques outils de financement du mouvement coopératif qui permettent d'aller s'appuyer et conforter le capital que les salariés vont mettre. Mais si, par exemple, ça c'est encore une suggestion, si les pouvoirs publics ou des sociétés d'investissement pouvaient peut-être abonder, s'il y a 20 salariés qui mettent chacun 1 500 euros, voilà, ça fera 30 000 euros. Si là-dessus, il y a un abondement qui fait qu'il y a 30 000 euros supplémentaires qui sont mises de façon à ce que l'entreprise soit pérennisée et soit reprise en scope, ça permettra. Parce que dans une scope, on n'a pas besoin d'avoir un capital aussi gros que dans les autres entreprises. Voilà. Donc c'était 2 suggestions. L'appui à la création des scopes et puis la transmission, de façon à ce qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui soient détenus par leurs salariés et de façon à répondre déjà à justement système de management plus participatif, c'est dans la structure, c'est dans le fondement des sociétés coopératives, association des salariés au capital évidemment, actionnariat et l'impact de la finance du coup, il a moindri puisque les salariés sont majoritaires et que dans une société coopérative, une personne a une voix, quel que soit son nombre de parts. Qu'il ait une part sociale à 20 euros ou qu'il ait 200 000 euros dans l'entreprise, il a une voix à l'Assemblée générale. Voilà, c'était quelques propositions pour alimenter notre camp. Oui, donc Jean Duforet, juste un compte à régler sur l'âge avec Rémi Roux. Juste, et puis ensuite, je me retournerai vers la salle pour que vous réagissiez. Ça tombe bien, je l'ai dans ma poche. Juste une petite phrase. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années. On devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l'âme. Vous êtes aussi jeune que votre foi, aussi vieux que vos doutes, aussi jeune que votre confiance en vous-même et dans la société qui vous entoure,
aussi jeune que votre espoir et aussi vieux que vos abattements, vos peurs, vos sens critiques négatives. Donc, je l'ai dans ma poche par hasard, donc je vous réponds aux vieux et aux jeunes. Oui, vous avez récupéré les micros ? C'est pas de moi, excusez-moi, c'est pas de moi, c'est de MacMahon, après la guerre. Voilà, je m'appelle Jean-Luc Roux et je suis directeur d'une organisation non gouvernementale qui s'appelle Groupe One. Alors en ce qui concerne l'âge, je trouve que ce qu'il faut faire, c'est rajouter de la vie aux années et pas des années à la vie. Donc ça, c'est simplement pour le petit débat qui vient d'avoir. Alors, je voudrais intervenir sur 2 points. D'abord, une particularité organisationnelle, c'est qu'on est une ONG qui avait un département de consultance en développement durable, qui faisait de l'empreinte écologique, du bilan carbone, organisation de quartiers durables. Et nous avons sorti ce département et nous en avons fait une boîte privée. Donc, style société coopérative, pour donner le titre juridique de cette organisation. Et nous sommes restés, nous, une organisation non gouvernementale. Et donc, on a cette structure depuis 2 ans et on vit à la fois les joies et les difficultés. On vit les joies parce qu'on a des assemblées de salariés qui sont communes, on a des objectifs qui sont communs, on a une vision qui est commune et on regarde dans la même direction. On n'a pas les mêmes outils. La boîte privée qui s'appelle les Corrèze, elle répond à des offres. Nous faisons des propositions. Donc, c'est des choses différentes. Où nous avons des difficultés, c'est partager les bénéfices. Parce que la loi ne prévoit pas les transferts de bénéfices d'une boîte privée vers une ONG. Et donc là, il faut être innovateur. Il y a de l'innovation réglementaire à mettre en place. Alors, au lieu de faire des échanges d'argent, on fait des échanges de personnel. Et donc, on charge du personnel sur une structure ou sur l'autre structure. Et donc, là aussi, c'est intéressant. Mais ça crée des solidarités où l'employé d'une structure privée vient vivre à l'intérieur d'une organisation non-profit qui est l'ONG. Et inversement. Donc, ça, c'était sur le premier volet. Le second volet, c'est notre cœur de métier à nous, l'ONG, c'est apprendre à entreprendre durablement. Et donc, on fournit des services de sensibilisation, de formation, d'accompagnement, avec une particularité assez unique sur ce marché-là, c'est qu'on travaille avec des jeux. Et travailler avec des jeux, c'est mettre les futurs entrepreneurs en situation. Et ils découvrent les règles du fonctionnement d'une entreprise privée, et ils découvrent aussi les limites. Et sur les limites, on en discute dans les débriefings. Et ça permet de créer des entreprises qui ont d'autres finalités que celles du profit, parce qu'ils ont découvert aussi quelles étaient les limites à travers le jeu de j'entreprends. Et donc voilà, c'est une expérience intéressante. On a formé 6000 personnes, on a créé 450 entreprises, et toutes se sont orientées en développement durable. Une troisième caractéristique que nous avons, c'est que ce que nous faisons au nord pour entreprendre durablement, nous faisons la même chose en Afrique. Et nous avons 3 bureaux en République démocratique du Congo où on apprend à entreprendre durablement. Et là, on a des réalisations qui sont assez extraordinaires puisqu'on fait de l'écofilière avec quelques modèles dans lesquels il y a 0 rejet. Depuis la production agricole jusqu'au produit final, par exemple, eh bien, on est dans un cycle de métabolisme industriel dans lequel il n'y a ni rejet CO2, ni rejet extérieur, puisque tout est récupéré tout au long de la chaîne de production par les différentes filiales qui en ont besoin. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Philippe Garcin, Réseau Entreprendre. Je me posais une question par rapport au RSA, à la responsabilité sociale, sociétale de l'actionnaire. Et j'ai une impasse dans ma réflexion. On dit que l'entreprise sociale, l'entreprise d'avenir, crée des richesses, donc financières d'une part, que ces richesses financières sont au service d'un projet social, sociétal ou environnemental. Pour l'actionnaire, ce qui l'intéresse, enfin, vous en étiez témoin tout à l'heure,
principalement, c'est la richesse financière. Comment on peut faire pour donner une valeur aux autres richesses qui vont enrichir l'actionnaire, mais qui ne sont pas financières, et une valeur qui ne soit pas exprimée en euros, parce que sinon on retombe dans le problème précédent. Si vous avez des idées pour répondre à cette question, elles sont bienvenues. Hein. Bonjour, je m'appelle Serge Nicole, moi je suis gérant d'une petite entreprise. Ce que j'entends depuis ce matin, c'est beaucoup de la façon, si vous voulez, d'intégrer le salarié dans la société. On a surtout des propositions disant il faut qu'il devienne actionnaire. Moi je pense qu'il y a certains salariés qui ne veulent pas devenir actionnaire, ça ne les intéresse pas, parce que quand vous êtes actionnaire, à quelque part, c'est comme un propriétaire, vous êtes un peu lié sur du long terme, et à certains, ça ne veut pas dire qu'ils ne resteront pas, mais à certains, ça leur fait peur. Vous avez des gens, ils vont rester en location dans un appartement pendant 15 ans. On leur dit, mais pourquoi tu n'as pas acheté? Mais je ne sais pas, je ne savais pas, je n'avais pas envie. Je pense que, à l'inverse, pour partager les résultats, quand j'ai entendu qu'il fallait diviser en 3 les bénéfices, un tiers pour les actionnaires, un tiers pour les salariés, puis l'autre tiers, je ne me rappelle même plus, pour la société. Partager les bénéfices, c'est bien, mais on fait quoi quand on partage les pertes? Donc je ne suis pas certain que ces mêmes salariés, le jour où il va y avoir des pertes, ils vont dire « Attendez, moi je suis salarié, moi j'ai mon salaire fixe ». Donc je trouve par contre intéressant quand il y a des bénéfices qu'il faille les partager. Le problème, c'est que moi je ne sais pas comment faire, si ce n'est que de verser des primes. Et quand je vois comme elles sont taxées, c'est-à-dire que c'est les charges patronales, c'est charges ci, charges ça, quand vous voyez à la fin ce qui va rester en net aux salariés, vraiment, c'est très très peu pour le salarié et énormément par rapport à l'entreprise. Donc la question que la question que je posais, c'était pourquoi on ne pourrait pas instaurer une forme de prime sur le résultat, mais qui ne soit pas autant taxé. C'est-à-dire peut-être taxé comme on taxe finalement un actionnariat, c'est-à-dire peut-être prendre, je sais pas, 10%, 12%, mais c'est tout. Ne pas dire, attention, il y a ci, il y a ça. La deuxième chose, c'est que si l'entreprise fait des bénéfices pendant plusieurs années, on va verser des primes pendant plusieurs années. Le problème, c'est que si un jour elle fait moins de bénéfices, ou si on veut garder les bénéfices pour un nouveau projet, un nouvel investissement, la loi peut autoriser certains salariés à exiger de verser des primes parce que vu que ça faisait longtemps qu'on en versait, ça devenait une sorte de salaire. Donc vous voyez, on est très contraint. Et le dispositif d'intéressement ou de participation qui existe, vous ne Alors, répond je vais peut-être me faire traiter de tous les noms. Oui, prenez le risque. Je ne les connais pas. Alors ça, c'est un autre problème des petites sociétés. C'est ça qui permet de défiscaliser. Moi, c'est l'intéressement et la participation où tu payes moins effectivement de taxes et d'impôts dessus. Je ne pense pas être le seul à ne pas le connaître, donc si quelqu'un peut nous guider là-dessus, ça serait bien. Si vous me le permettez, j'ai envie de rebondir sur le point de monsieur, je pense, qui était assez essentiel. En fait, finalement, je crois que ce que vous vouliez dire, c'est comment matérialiser le vivant au détriment plutôt par rapport au financier. Alors, moi, je n'ai pas de piste, mais j'en ai une que je voudrais livrer à votre réflexion. C'est que je pense intimement qu'on y arrivera à partir du moment où on sensibilisera bien sûr les actionnaires et les managers. Alors, il y a une chose qui se passe au Royaume-Uni que je trouve assez remarquable. Et moi, je milite pour que... Alors, c'est encore un énième label. Je vois quelques sourires parce que ça fait 4 ans que j'en parle à un certain nombre de personnes. J'ai eu la chance d'amener un conseiller de Laurent Wauquiez au Royaume-Uni pour lui montrer ce label. C'est un label que vous pouvez aller voir qui s'appelle Investors in People. Investors in People, c'est un label qui est tout simple, qui est parti d'un principe dans les années 80 où vous savez qu'au Royaume-Uni, et notamment au moment de l'ère Thatcher, il y avait une vraie séparation entre finalement l'entreprise et ses salariés. Le gouvernement s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas continuer comme ça et qu'il fallait que l'entrepreneur et ses collaborateurs fonctionnent et travaillent ensemble.
Et l'idée est venue de mettre en place un label qui est tout simple, qui permet finalement de garantir à nos salariés des engagements que l'entreprise prend, parce qu'on prend souvent des engagements, mais finalement, est-ce qu'on les respecte? Et cet engagement qui est pris va valoriser des choses qui sont non financières, qui passent par l'intégration, comment est-ce que la personne est intégrée, absence de discrimination, etc. Toute la formation, le partage des résultats, la façon dont les gens s'en vont dans l'entreprise, puisque par exemple il y a un entretien obligatoire de sortie, tout ça, ça coûte de l'argent. Ce n'est pas du financier. Mais néanmoins, aujourd'hui, la moitié des grandes entreprises au Royaume-Uni sont labellisées Investors in People. Et l'entreprise que moi je dirige, qui est effectivement sur plus d'une vingtaine de pays aujourd'hui, nous avons 400 salariés au Royaume-Uni et nous sommes labellisés Investors in People. Ce label est donné par le gouvernement. Il peut vous être retiré tous les 3 ans. Et croyez-moi que le jour où il vous est retiré, ça va finalement, en termes de crédit, vous poser de vrais soucis vis-à-vis de vos collaborateurs. Aujourd'hui, si moi je suis un jeune Britannique et que je cherche du travail, j'irai en faveur auprès d'une entreprise, auprès d'une entreprise labellisée Investors in People que vers une autre. Et je pense que ça, c'est une idée concrète pour justement permettre de mettre en avant des choses qui sont moins financières. Oui, juste un petit peu un complément sur cette valorisation sur des actifs non financiers. Actuellement, il y a une évolution très forte. Depuis 2004, je défendais le développement durable et l'investisseur qui était venu, ça lui plaisait, mais il ne voyait pas trop l'intérêt. Lorsqu'il a fallu en 2008 refaire le deuxième LBO, une valorisation qui était interne, puisque en fait, il n'y avait pas d'extérieur, si ce n'est que certains collaborateurs qui partaient, certains nouveaux qui n'y étaient pas, mais c'était interne. Mais comme il y a le FCPE, il fallait aussi que la valeur soit, je dirais, agréée par l'AMF, qui est l'organisme qui valide, je dirais, d'État, qui valide les valorisations. Eh bien, on a constaté qu'en 4 ans, le développement durable ou certaines valeurs liées au RSE étaient prises en compte. Et aujourd'hui, vous avez des financiers, des banques qui réfléchissent à quelle est la valorisation du non-financier. Vous avez des boîtes de conseil. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est déjà parti. C'est-à-dire que aujourd'hui, peut-être les outils ne sont pas complètement maîtrisés, c'est clair, mais le concept, il est parti et toutes les sociétés seront valorisées sur des éléments qui ne seront pas que financiers. Ça paraît une évidence. Et le développement durable sera une vraie valeur dans très très peu de temps. Oui, je me permets d'intervenir parce que vous m'avez cité tout à l'heure. C'est par rapport à l'expertise et à la transmission. Je réagis aux propos de M. Roux qui me font vraiment plaisir parce que je me bats pour cela depuis un certain temps contre des organismes parapublics qui ne m'entendent pas. Effectivement, la transmission d'entreprise, ça me paraît être un challenge très important. Moi, je viens de Lorraine et effectivement, en Lorraine, il y a 4500 entreprises qui vont devoir être cédées dans les 5 à 10 ans à venir, alors qu'il y a très peu de repreneurs. Surtout que notre région, bon, malgré la mer et le soleil, attire peu de monde. Donc, non, je peux le dire, je suis lorrain. Donc, voilà, donc ça me paraît être vraiment quelque chose de très important. Et nous, on travaille là-dessus. Je suis cabinet Alterval, on travaille sur la transmission de connaissances. On met en place du mentorat des entreprises en France. Et on travaille sur l'expertise. Parce que on surfe un peu sur le traité de Lisbonne, la société de la connaissance. Et le but, c'est de pouvoir diffuser l'expertise dans l'entreprise et permettre à des gens qui la détiennent de la partager, notamment en termes d'intégration. J'entendais tout à l'heure accueil de nouveaux arrivants, de nouveaux collaborateurs, mais également d'autres collaborateurs. Mais il ne faut pas que ça n'ait qu'une force centrifuge, il faut que ce soit aussi centripète et centrifuge, pardon. C'est-à-dire que ces personnes à qui on va attribuer un rôle particulier dans l'entreprise, qui vont participer à la vie de l'entreprise, ça peut être également, comme ils accueillent des jeunes, ils peuvent participer au recrutement de ces jeunes, pourquoi pas. On fait participer vraiment la personne à la vie de l'entreprise. Et on pourrait l'utiliser en termes de ressources, c'est-à-dire qu'on pourrait l'utiliser pour les transitions professionnelles, c'est-à-dire que des gens qui doivent changer de travail ou qui se retrouvent sans emploi pourraient être accompagnés par ces experts de l'entreprise pour leur permettre, pourquoi pas, d'arriver sur des métiers où on a du mal à trouver de la main-d'œuvre, par exemple, ou des métiers où il n'existe pas de formation initiale, où on n'a pas forcément la compétence sous la main. Tout ça, c'est un ensemble, je dirais c'est presque un projet de société, c'est de dire qu'à un moment donné,
je pense qu'il ne faut pas mettre uniquement l'homme au centre de l'entreprise, mais également au centre de la société. Et c'est certainement ça qui va créer une adhésion forte et que l'entreprise va permettre aux collaborateurs de s'exprimer par rapport à ses compétences, mais également par rapport à la société en contribuant à son développement. Grégory Boisdroun, pour remettre l'homme au cœur de la société, vous auriez quelle proposition à faire? Alors, moi, je vais prêcher pour ma paroisse, mais ça serait de mettre en place du mentorat. Donc, c'est de permettre à des gens qui ont une expertise, qui ont des compétences, de la diffuser soit à l'intérieur de l'entreprise, soit à l'extérieur. Parce qu'on voit bien également des choses très importantes, comme actuellement des personnes, des entrepreneurs qui cherchent des collaborateurs et qui n'en trouvent pas. Et on attend que l'école veuille bien former des jeunes qui conviennent par rapport au poste. Ça n'arrivera pas. À un moment donné, il faut bien qu'on réfléchisse autrement et qu'on permette à ces gens d'accueillir des jeunes en situation difficile ou d'autres personnes qui sont en transition professionnelle pour les intégrer dans l'entreprise. Et là, la personne, elle a un rôle dans l'entreprise, mais elle a également un rôle dans la société. Et en termes de valorisation, je pense que c'est très intéressant. Oui. Dominique Massonneau, président de Solorec à Nancy. Je vais un peu rebondir sur ce qui a été dit, puisque je suis un jeune chef d'entreprise de 62 ans. Je viens de reprendre ce groupe il y a 6 mois. Donc c'est un groupe de 150 personnes qui fait de la maintenance d'installations climatiques dans l'Est de la France. Alors le sujet aujourd'hui, donc c'est... Je réponds également. Non, je pense que dans une société, il faut des jeunes, il faut des moins jeunes. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Non mais attendez, moi c'était juste pour réveiller tout le monde. Il y en avait plein qui s'endormaient. Voilà, et je suis désolé d'avoir blessé les gens, certaines personnes, mais c'était vraiment pas le but. C'était, il y a des dizaines de milliers d'entreprises qui vont être transmises et perdues. C'est ça que je voulais dire surtout. Pardon, excusez-moi. Donc c'est ce que je viens de refaire. Donc je viens de reprendre un groupe de 150 personnes à 62 ans. Voilà. Le sujet aujourd'hui, c'est donc de mettre l'homme au centre de l'entreprise. Moi, je ne suis pas un farouche partisan de l'autogestion, mais je suis très favorable effectivement à ce que les salariés participent au capital. Je crois que ça a été dit plusieurs fois. Et je crois que ce n'est pas nécessairement des pratiques révolutionnaires, mais je crois que c'est des bonnes pratiques qu'il faut utiliser dans l'entreprise. Du style de l'entretien annuel individuel systématique, du style du plan de formation individuel pour tout le monde. Je crois que c'est toutes ces bonnes pratiques qui font que, effectivement, on met l'homme au centre de l'entreprise. Et la deuxième question que je voulais soulever, quand même, qui est un peu connexe, mais c'est l'image de l'entrepreneur. En fait, je crois qu'aujourd'hui, il y a un problème de restauration de l'image de l'entrepreneur par rapport à ce que la presse véhicule. Et est-ce qu'il ne faut pas effectivement un peu moraliser quelque part cette image qui est quand même pas très bonne dans l'opinion publique aujourd'hui? Bonjour. Yann Orpin, je suis entrepreneur et également membre du Centre des jeunes dirigeants de Lille. Alors moi, j'entends parler beaucoup de l'homme au service de l'entreprise, les hommes et les femmes dans l'entreprise, et finalement, on en oublie un, je crois, aujourd'hui, c'est l'entrepreneur, le dirigeant, le gérant. On parle du bien-être des salariés, des préoccupations qu'on peut avoir à l'égard des salariés, et finalement, on oublie un peu le gérant, puisqu'on a eu une réunion au CJD, lors de laquelle on s'est rendu compte qu'on ne se préoccupait pas du tout de la santé de l'entrepreneur. Il n'y a aucune stat. Le seul qui se préoccupe de ma santé, c'est mon assureur, pour m'augmenter les primes. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réalité à ce niveau-là, c'est qu'on ne sait pas comment va l'entrepreneur en France. Donc on oblige l'entrepreneur à prendre des décisions, à aider ses salariés, à les impliquer, à s'occuper d'eux. Et finalement, la législation, et c'est pour ça aussi, c'est une proposition qu'on peut faire, Monsieur Sauce, c'est également de trouver des solutions pour qu'on puisse se préoccuper de la santé des femmes et des hommes qui dirigent les entreprises aujourd'hui. Vous avez des idées de solutions? Oui, c'est de créer un centre, une médecine du travail spécialisée pour les entrepreneurs, par exemple. Et alors, j'ai proposé ça à la LMCU, puisque je suis aussi du Nord. Puisqu'on a Eurasanté, c'est d'avoir un centre de recherche sur l'amélioration de la santé de l'entrepreneur. Tout à l'heure. Je peux me permettre de...
Juste 2 secondes. Donc, tout à l'heure, monsieur voulait moraliser l'entrepreneur. Vous voulez lui mettre des capteurs partout pour vérifier qu'il est en bonne santé. Je peux me permettre d'appuyer les propos de mon camarade JD, Olivier Thorez, qui est professeur d'université en sociaux à Montpellier. La semaine dernière a écrit dans l'IB un excellent article sur la souffrance patronale. Et une idée qui émerge depuis le temps qu'il a commencé à travailler sur ce sujet bien précis, c'est réellement une médecine du travail du dirigeant, où on commencerait à mesurer, à se rendre compte bien sûr des pathologies, mais aussi de tous les talents qu'il faut avoir pour diriger. En tout cas, une idée qui pourrait émerger de cette journée serait réellement de la créer. Et en tout cas, Olivier Thorez peut être votre expert là-dessus. Je peux vous faire une petite suggestion. Il existe une association en France qui s'appelle l'APM, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, l'Association pour le progrès du management. Il y a 3700 entrepreneurs, j'en fais partie depuis une vingtaine d'années. Et alors, on ne s'occupe pas de la médecine, là, ce n'est pas le sujet. On s'occupe de désenclaver l'isolement de l'entrepreneur. C'est-à-dire, on le met en club, il partage à travers un expert qui les remet en cause. Donc, il y a une réunion, donc c'est très concret, il y a 10 réunions par an, une cotisation raisonnable pour un entrepreneur, et qui lui permet de se désenclaver, de se désisoler. Parce que la plus grande souffrance de l'entrepreneur responsable, c'est l'isolement, c'est la solitude. Et je crois que c'est la première maladie de l'entrepreneur. Donc, il faut le désenclaver. Voilà ce que je vous propose, donc l'APM. Oui, bonjour, Jean-Philippe Christophe, cofondateur d'une société qui s'appelle Fitea. J'occupe aujourd'hui 50 collaborateurs. Parmi tous les sujets, toutes les propositions que l'on pourrait faire, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, puisqu'on est dans cette enceinte, que le législateur intervienne également au titre de la formation des élèves qui arrivent sur le marché du travail sans avoir cette culture de l'entreprise? Donc ça, c'est un premier sujet, enfin, ou une culture assez pauvre finalement de l'entreprise. Mais indépendamment de... Et donc, pour leur donner cette culture je vais aller plus loin. Indépendamment de la culture de l'entreprise, ce qui manque souvent, c'est une lueur qui brille dans l'œil quand ils arrivent dans un entretien en face à face. Ils ne savent pas se passionner pour essayer de nous faire vibrer par rapport à quelque chose qu'on est peut-être en train d'attendre d'eux. Et plutôt que d'attendre, finalement, nous, on a aussi une vocation qui est d'aller sur le terrain et d'aller directement dans les écoles pour leur montrer ce qu'est l'entreprise, pour démystifier ce qu'est l'entreprise. Et j'aimais beaucoup ce que disait monsieur tout à l'heure quand il disait « tous les salariés ne veulent pas devenir actionnaires ». C'est vrai que tous les salariés ne veulent pas devenir actionnaires. En revanche, si on leur donne le goût, si on leur donne l'envie de rentrer dans l'entreprise et de leur montrer, de leur expliquer ce que c'est, on a aussi cette vocation. Et je voudrais souligner une idée, enfin une action qui a été mise en œuvre par le réseau Entreprendre que je préside également au niveau local. C'est que le réseau Entreprendre a mis en place une fondation et qu'à travers cette fondation, ils ont demandé à des entrepreneurs de se rendre dans des lieux de scolarité, justement pour que les entrepreneurs expliquent ce qu'est l'entreprise, ce qu'est l'entrepreneur, et finalement arrêter de faire peur face à un entrepreneur et pouvoir saluer humainement un collaborateur quand il va rentrer dans l'entreprise. J'ai vécu, je me permets de répondre parce que j'ai vécu cette expérience au moins une bonne trentaine de fois. La conclusion que j'en fais, les premiers à convaincre, c'est les enseignants. Ce n'est pas les élèves. Et je peux vous dire que j'ai été reçu dans certaines écoles ou certains établissements les bras ouverts et dans d'autres établissements les bras plus que fermés. Donc, vous comprenez? Donc ça veut dire que je pense que les premiers qu'il faut rencontrer et d'égal à égal, c'est-à-dire avec beaucoup de convivialité, de respect réciproque, c'est d'abord les enseignants. Et aujourd'hui, si les enseignants ont envie de rencontrer des entrepreneurs pour faire passer cet esprit entrepreneurial au niveau des jeunes de demain, c'est à eux d'abord qu'il faut convaincre, c'est eux qu'il faut qu'ils en aient envie pour que ça puisse se faire. C'est vraiment pour ma conviction après avoir fait cette expérience à plusieurs reprises depuis au moins 3-4 ans. Non, mais l'esprit entrepreneurial, il faut que les enseignants en aient envie. Je peux apporter un petit complément et dire que effectivement, on ne peut plus rien faire tout seul et les réseaux sont importants. Je suis ancien JD
Je suis membre de l'entreprise humaine, je suis membre très actif du réseau Entreprendre. Donc c'est vrai que ça permet de voir ce qui se passe ailleurs. Et je suis aujourd'hui l'animateur de la commission développement durable du COS, qui est le comité d'orientation stratégique des universités avec l'entreprise. Il faut savoir que c'est une obligation de la loi qui oblige toutes les universités à créer ce truc-là. Ils les ont créés plus ou moins vite. Mais c'est une manière... le président de l'université l'avait fait en disant je suis obligé, je le fais, ça va rester à côté. En fait, sur les Alpes-Maritimes, les entreprises se sont appropriées cet outil pour dire non, nous, où on ne vient pas, où on vient, et ça joue. Et on a travaillé, on a proposé 54 actions de rapprochement de l'entreprise, et à notre grand étonnement, l'université les a toutes prises. Et en particulier, dans les formations, aujourd'hui, on a proposé ce qui est des formations d'ingénieurs-managers. Parce que quand on regarde le développement durable, où effectivement on doit avoir une approche globale, où il faut de la technique, et je parle dans le BTP, où il faut qu'on ait des ingénieurs en bâtiment intelligent, donc très techniques, mais ça ne sert à rien d'avoir un bâtiment intelligent si vous ne travaillez pas sur le comportement des personnes, parce que si vous mettez des outils, des automatismes, quand on laisse les fenêtres ouvertes, ça ne marchera pas. Si vous ne savez pas parler investissement et retour sur investissement, si vous ne savez pas gérer des projets complexes. Et je crois qu'aujourd'hui, ça commence à se faire, mais c'est là où il faudrait accélérer, ça peut être une action, de dire accepter qu'il y ait le double titre d'ingénieur-manager. Alors qu'aujourd'hui, vous avez l'université, vous avez les écoles d'ingénieurs, vous avez les écoles de commerce. Or, aujourd'hui, on a besoin de gens qui ont les doubles formations. Ça existe, les doubles formations, mais elles sont accolées à l'initiative individuelle. Alors que ça serait bien que les gens les poursuivent dans des cursus parallèles pour que quand ils aboutissent, ils aient les deux. Il faudrait aussi que l'université accepte qu'il y ait plus de stages, parce que c'est une manière aussi d'être entrepreneur par les stages. Donc là, je crois qu'effectivement, il y a une action à mener. Et moi, si certains ont la possibilité dans ces causes, c'est une manière de prendre le pouvoir. Et comme disait Dominique Masneau, pour l'image des entreprises, c'est une manière de revaloriser l'image. Et je peux vous dire que en 3 mois, j'ai vu la différence d'image qu'avaient les entreprises par rapport à l'université, qui dans un premier temps considéraient qu'effectivement les profs doivent choisir les formations parce que c'est un droit qu'ils ont depuis le Moyen-Âge, un privilège qu'ils doivent conserver. Et quand ils ont vu qu'on était là que pour exprimer des besoins, mais pas dire comment on devait former, et que nous, on se battait sur les besoins, ça a changé les choses. Et qu'en fait, ça allait les mettre en valeur. Et je crois que là, il y a un outil, je dirais, pour valoriser l'entreprise et pour avoir des formations plus adaptées, c'est d'utiliser cet outil qui a été créé, le COS, pour y participer. Et c'est de long terme, parce que au-delà des propositions, maintenant, on est chargé de piloter et de suivre. Et l'université a accepté qu'on soit contrôle de la mise en place de toutes ces actions. Donc ça existe partout en France et ça vaut le coup, je dirais, de s'investir dans ce domaine-là. Je voudrais juste rajouter que c'est les cancres qui créent les entreprises. Donc si on les prend pas au collège, l'enthousiasme entrepreneurial, ne pensez pas que ça va se faire après. Vous êtes déjà sur une catégorie de privilégiés. Alors c'est ça qu'il faut se mettre en tête. Moi je pensais au collège, je pensais au lycée. Je pensais même, je n'irais pas en maternelle, mais ce serait presque le cas. Parce que c'est cette espèce de flamme, cet enthousiasme qu'il faut donner très tôt. À l'université, c'est déjà bien parti, parce qu'ils sont déjà montés en université. Alors pour moi, c'est déjà presque trop tard. Je plaisante un petit peu, mais je le pense sérieusement. Les cancres sont devenus bons et c'est foutu. Ouais, ça me surprend d'entendre à quel point vous parlez, tout à l'heure, Jean Duforest parlait de susciter l'émotion, vous parlez de flamme, j'entendais la lueur qui brille dans l'œil, enfin des termes finalement assez affectifs en termes d'envie. Bon, sur l'aspect vision, hein, comment peut-on, alors non pas susciter une envie, on sait bien qu'on ne donne pas envie à des gens, hein, mais comment peut-on rencontrer une envie ? Voilà, peut-être là un aspect sur les éléments du projet. Tiens, oui, tout à l'heure, dans les yeux de Maxime Holder, il y avait bien une lueur quand on parlait d'intégrer notamment des travailleurs handicapés. Ça peut peut-être correspondre à une envie. En fait, je pense que ça serait bien qu'on en parle avant effectivement la fin de cette session. Ce que je voulais vous dire, et c'est peut-être aussi une idée, c'est qu'il y a une thématique aujourd'hui sur l'intégration des personnes en difficulté ou des personnes porteurs d'un handicap. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est le rôle de l'entreprise ou pas, finalement, d'intégrer ces personnes, et je parle de personnes en difficulté notoire ou de lourd handicap. Alors, je vous invite à regarder un groupe qui s'appelle le groupe Vitamine T, et qui a une démarche que je trouve tout à fait innovante et à laquelle je me suis personnellement associé, puisqu'il s'agit de prendre une entreprise du secteur marchand et d'accoler cette entreprise dans une JV, donc une joint venture dans laquelle elle est minoritaire, et on confie finalement aux gens dont c'est le métier
de prendre des personnes en parcours d'intégration pendant 2 ans sur des métiers dans lesquels on a une valeur ajoutée. Donc moi, je suis capable, par exemple, de travailler sur un magasin d'insertion pendant 2 ans qui va former des gens sur des métiers de la boulangerie, de la vente, etc. Mais l'état de ces personnes ne me permet pas de les intégrer immédiatement dans mon entreprise. Elles ont besoin d'un laps de temps, et notamment, par exemple, de 2 ou 3 ans. Donc je pense que c'est quelque chose d'innovant et que l'on pourrait déployer et inciter les entrepreneurs à s'associer avec les professionnels, notamment de l'insertion. Et je pense qu'on peut parler du handicap de la même façon. Très souvent, vous pouvez voir des indications pour les centres d'aide par le travail. Vous avez un panneau qui vous indique le fin fond d'une impasse et vous trouverez au fin fond de cette impasse effectivement un atelier dans lequel des jeunes ou des moins jeunes handicapés peuvent travailler ou attendre qu'on leur donne du travail. Eh bien, moi, j'essaye aujourd'hui, et je vous avoue que j'ai beaucoup de difficultés à ce que le projet puisse passer, d'intégrer au sein de nos entreprises un CAT. Il y a, et vous le savez très bien, des gens dans nos entreprises qui ne rêvent parfois que d'une chose, c'est de quitter leur travail, et puis des gens qui sont éloignés du milieu de l'entreprise et qui ne rêveraient que d'une chose, c'est d'y aller. Moi, je trouve dommage que les CAT soient au fin fond des impasses et que finalement, ces CAT ne soient pas au sein de nos entreprises et puis justement bénéficier de la fête de fin d'année, de la protection que l'entreprise peut leur donner, etc. Et je vais juste peut-être passer la parole à Yann. Je sais qu'il ne le veut pas forcément, mais parce qu'il est aussi... je crois juste, si je peux me permettre, Frédéric, il a des choses à dire par rapport à son entreprise. Oui, mais il a des choses à dire. Il ne le sait pas encore. Merci Maxime. Alors, qu'est-ce que tu veux que je dise ? L'entreprise, bon, peut-être sur le volet handicap dans ce cas-là. Alors, je dirige une entreprise de services aux entreprises qui fait du nettoyage. Et on a fait le choix, il y a maintenant quelques années, c'était en 2002, de faire de la discrimination positive à l'égard de personnes handicapées et avec l'objectif d'embaucher des gens uniquement sur leurs compétences et pas sur leur diplôme. Moi, je fais partie des cancres, donc je voulais valoriser ceux qui avaient une réelle compétence. Et de ce fait, on a embauché d'abord un comptable qui était maçon, puisque 85% des gens qui sont handicapés le deviennent durant la vie, il n'y a que 15% qui le naissent. Donc 85% des gens que vous rencontrez qui ont un handicap ont dû réfléchir à une reconversion professionnelle. Et donc ce maçon voulait être comptable, c'était le rêve de sa vie. Et finalement, son handicap a été la chance de sa vie pour changer de profession. On l'a embauché, on l'a entouré, on a travaillé avec des partenaires, on a fait de même avec des secrétaires qui étaient avant ouvrières, fleuristes, caissières. Et en fait, à chaque fois qu'on embauche une personne, on se dit on va changer de vision. C'est qu'on voit toujours les choses d'une même manière et on va essayer de voir la même chose, mais de l'autre côté. Donc c'est de faire vraiment de la différence une chance pour l'entreprise. Et le plus belle réussite qu'on a réussi, c'est d'embaucher des gens qui étaient vraiment très éloignés de l'emploi, qui étaient sourds, puisqu'il y en a qui avaient 35 ans et qui avaient 18 ans de chômage. Donc ils n'avaient pas beaucoup travaillé. Et on a décidé de tous apprendre la langue des signes dans l'entreprise pour pouvoir communiquer avec eux. Et finalement, d'avoir eu cette chance, puisque c'est une véritable chance de les avoir intégrés, tous les collaborateurs étaient au même niveau, puisque personne ne la connaissait. On a vraiment créé un esprit d'entreprise et réussi à intégrer des gens qui aujourd'hui sont complètement intégrés chez nous, qui sont même les meilleurs, alors qu'ils avaient été vraiment exclus de l'emploi pendant un certain nombre d'années. Et on a fait des paris à chaque fois, différents chaque année, sur des gens qui étaient inaptes, qu'on a quand même intégrés, en obligeant la GFIP à réfléchir et à trouver des solutions à l'entreprise, puisqu'on les finance tous. Enfin, je ne les finance plus maintenant, mais comme on les finance, c'est à eux de travailler là-dessus. Et à chaque fois, on a réussi à embaucher les personnes et les intégrer. Et maintenant qu'ils sont là depuis des années, et c'est comme ça qu'on a 15% de personnes handicapées. Alors comme on avait vraiment réussi à intégrer tous les dossiers qui existaient, on a créé une structure spécialisée dans le recrutement de personnes handicapées au nord de Paris pour toutes les compétences Bac+. C'est pour ça que je parle de compétences, puisqu'il y a beaucoup de gens dans ces 85% qui sont amenés à changer d'orientation et qu'on valorise par un cabinet de recrutement. Donc on est 3 membres du centre de jeunes dirigeants à s'être associés pour aider ces gens-là. Et on est tous les 3 bénévoles, puisque l'idée c'est vraiment de donner du sens à ce qu'on fait. Et donc le sens qu'on a donné, c'est d'aider les PME et les groupes à intégrer les personnes handicapées uniquement sur l'idée de compétences. Puisque quand vous avez une shortlist avec 2 personnes valides et une qui est handicapée, vous avez plus tendance à prendre celle qui est valide. Donc là, comme vous avez qu'une shortlist avec des personnes handicapées, forcément, vous prenez une personne sur sa compétence. Voilà. Merci bien. C'est vrai qu'intégrer une...
Intégrer une personne en difficulté dans l'entreprise est une exigence d'intégration et de performance humaine probablement particulièrement symbolique. J'ai été sensible ce matin, après qu'Elisabeth Dargent, ou juste avant qu'Elisabeth Dargent ait présenté son entreprise, il y avait un petit film, et il y avait un chauffeur qui pilotait un camion, qui avait réintégré, qui avait réussi à intégrer une situation professionnelle, et qui disait, mais alors du coup là aussi avec une lueur dans le regard, il disait « Avec main forte, j'ai retrouvé l'envie ». Et ça sonnait pas comme un slogan publicitaire. Enfin, je trouve qu'il y avait une vie particulièrement... Je pense qu'on parle pas mal de choses en termes d'affectif, en termes d'envie. C'est peut-être un enjeu de réintégrer. On dit souvent qu'un homme ou une femme, d'ailleurs, c'est pas si différent. C'est une tête, un cœur et un paquet de tripes. Donc en général, on veut surtout maîtriser le paquet de tripes parce qu'on n'est pas sûr des réactions que ça peut avoir. On stimule beaucoup la tête. Y compris dans notre façon d'aborder nos sujets, avec des choses très rationnelles, très logiques, très argumentées. Peut-être que parfois on oublie un petit peu l'envie, c'est peut-être une des conditions. Vous aviez Thierry Cotreau qui disait aussi tout à l'heure que pour lui, l'élément passionnant, c'était de voir que chacun pouvait exprimer sa singularité et sa personnalité. Je trouve qu'il y a un levier là-dedans particulièrement intéressant. Écoutez, il est 16h30, c'est le moment pour nous de conclure. Donc je vais peut-être demander à chacun de nos invités, en leur donnant vraiment 30 secondes, et pardon pour ceux qui auraient voulu encore s'exprimer, c'était très riche, mais oui, il y en avait plein. Donc simplement de conclure en 30 secondes, en fonction de leur perception et de leur sensibilité. Juste en 30 secondes, moi je pense que la crise que l'on vit est une crise qui est très préoccupante avec beaucoup d'effets négatifs et on le mesure. Simplement, je crois qu'il y a une véritable chance et je pense que ce qu'on vit aujourd'hui en est la preuve de changer nos modes de management et nos entreprises. Voilà, prenons cette chance. Alors, oui, moi c'était juste une réponse parce que j'ai trouvé qu'il y avait une idée intéressante. 30 secondes, Rémi. 30 secondes. Non, mais il y avait une idée intéressante du monsieur sur le prêt de salariés aux ONG. C'est intéressant, mais je crois que c'est interdit par la loi. Vous ne pouvez pas prêter un salarié. Vous voyez bien les boîtes qui salarient un politique et qui ne travaillent pas, ils se font pécho après. Donc... Voilà, mais peut-être qu'il faudrait, je voulais dire, juste pour avoir une dernière proposition, c'était si on pouvait légiférer, et ça répondrait à cette demande et à celle d'une autre personne d'une ONG qui en parlait tout à l'heure, si on pouvait légiférer la possibilité d'une entreprise qui gagne de l'argent de prêter des salariés à des ONG ou à des associations, ça pourrait être justement quelque chose qui pourrait développer. Je voulais juste rebondir sur votre proposition, mais le légiférer, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas le droit, ou alors je me gourre. Voilà. Merci. Je voudrais reprendre sur le handicap et la richesse de la diversité du handicap. Vous avez vu l'exemple de son handicap de Rouppé, ce que ça en a fait, d'un entrepreneur très dynamique. La deuxième chose, il y a beaucoup à apprendre des handicapés. Il faut quand même savoir que la télécommande des télévisions qu'on utilise tous a été d'abord créée par des handicapés moteurs pour le faire et on l'utilise tous. Et nous, actuellement, justement par rapport aux accidents du travail, on fait rentrer l'ostéopathie dans l'entreprise. Ça rend intelligent pour trouver des solutions pour un qui se pose. Et je crois que justement, aujourd'hui, faire face au développement durable, c'est-à-dire un investissement supplémentaire au moment où il y a la crise, je crois que c'est un sacré handicap qui doit pouvoir nous mettre très riches et pour longtemps être fort pour l'avenir. Je vais rebondir. On dit 3 mots. Je viens de noter à l'instant. Moi, j'ai envie de dire que le passage à l'acte, avec enthousiasme, c'est le seul moyen de résoudre la jérémiade et le pessimisme. Et deuxième chose, pour rebondir à ce que tu viens de dire, je te tutoie parce que je te connais un petit peu, au moins de vue, je crois que la fragilité, le handicap et la crise, c'est la plus belle opportunité de l'humanité. La compétence, les expertises, tout ça, c'est plutôt de la précarité parce que ça peut nous échapper demain matin. Donc je pense que vraiment, profitons de cette crise extraordinaire qui, je vais terminer avec une petite phrase d'humour, à marée haute, on ne voit rien du tout, c'est ce qu'on a vécu dans les Glorieuses et dans les 6 dernières années. À marée basse, on voit toutes les aspérités, c'est-à-dire tout ce qui ne marche pas. Donc on le voit, avant on ne le voyait pas, et on voit aussi ceux qui nageaient sans slip. Voilà. Ok. Il est temps de conclure cette commission. Un grand merci à vous pour votre participation.